Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde d'ouverture du 17e Congrès national des internes de médecine générale. Je m'appelle Marine Champigneux et je suis interne de médecine générale à Nantes et membre du bureau de l'ISNAR-IMG. Je vais vous présenter cette table ronde intitulée « Médecins, practitioners, arts, médicaux, pas de frontières ». Nous serons accompagnés de Simeng Wang, sociologue, du docteur Sabine Bayen, médecin généraliste à Lille, de Madame Chloé Perdry, présidente de Saint-Exupéry Network, et du docteur Maud Royan, médecin généraliste à Strasbourg. Je vous informe que Chloé Perdry et Maud Royan ont fait partie du bureau de l'ISNAR-IMG. Ici comme ailleurs, le médecin généraliste a un rôle central, essentiel et complexe au sein des systèmes de santé. En 2002, à l'occasion d'une conférence de la WONCA Europe, acronyme anglais de la Société européenne de médecine générale, médecine de famille, a été réfléchie une définition commune de la médecine générale. Les médecins généralistes sont des médecins spécialistes formés au principe de cette discipline. Ils intègrent les dimensions physiques, psychologiques, sociales, culturelles et existentielles dans leur prise en charge, mettant à profit la connaissance et la confiance engendrées par des contacts répétés et toujours dans le respect de l'autonomie du patient. Leur activité professionnelle comprend la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation des soins à visée curative et palliative. Ils ont la responsabilité d'assurer le développement et le maintien de leurs compétences professionnelles, de leur équilibre personnel et de leurs valeurs pour garantir l'efficacité et la sécurité des soins aux patients. Si la médecine générale trouve des caractéristiques communes au sein de l'Europe, il n'en reste pas moins que chaque pays a ses spécificités. Nous pouvons alors nous demander en quoi s'ouvrir au monde influence notre pratique. Pour cela, nous étudierons dans un premier temps l'impact du patrimoine culturel sur le soin et l'influence que sa connaissance peut avoir sur notre pratique. Nous irons ensuite dans d'autres pays, voir comment se pratique la médecine générale et chercher des pistes d'amélioration de notre exercice. Puis, comment sont formés les internes à travers le monde et ce qui pourrait être mis en place pour compléter notre formation. Et enfin, nous nous interrogerons sur les consultations en France face à un patient d'une autre culture et comment l'adaptation de notre pratique permet d'obtenir son adhésion aux soins. L'augmentation des voyages et l'immigration peut être la source de changements rapides au niveau de la répartition de la santé et des maladies. Ceci comporte de nouveaux défis pour les médecins généralistes. Nous avons besoin d'une plus grande compréhension des différences culturelles, ethniques et religieuses, de leur impact sur les maladies et la santé, ainsi que de leur implication au niveau du traitement. Chaque culture, étudiée dans son milieu d'origine, répond à des codes qui lui sont propres dans sa manière de vivre comme dans son approche des soins. La culture a été définie par l'UNESCO en 1982 comme un ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société. Les médecins adaptent leur prise en charge selon les codes culturels de leur pays. Par exemple, au Sénégal, certains médecins hommes refusent encore de choisir la gynécologie parce que le système de pensée sorcellaire africain dit que regarder de ses yeux le sexe d'une femme est générateur de folie. Ces systèmes de représentation du monde ont baigné l'enfance des soignants comme des soignés et imprègnent leur univers au quotidien. Les professionnels doivent constamment jongler avec deux ordres de pensée sous peine de s'exposer à des accidents et des malheurs de toutes sortes. Si cet exemple peut paraître caricatural,
il permet d'illustrer l'impact que peut avoir une culture sur le soin. De même, la culture ancestrale chinoise, très éloignée des schémas traditionnels européens, permet de saisir le fossé qui peut exister entre les différentes conceptions du soin. Simone Wang, vous êtes une sociologue chinoise installée en France depuis plusieurs années. Vous êtes spécialisée dans les pratiques de soins en santé mentale des migrants chinois et de leurs descendants. Selon vous, comment les soins sont-ils perçus par le patient chinois ? Merci beaucoup Marine pour votre introduction. Et là maintenant je prends la parole. Je vais essayer de vraiment répondre à votre question qui est très complexe. Je vais commencer mon exposé. Alors, comme ce que Marine a introduit, je suis sociologue. Je suis venue en France pour faire une thèse de sociologie qui a été soutenue il y a 2 ans à l'ANS, comme vous pouvez lire sur l'écran l'intitulé de la thèse. Donc ici, en fait, sur mon terrain pendant 4 ans, ce que j'ai pu observer, c'est que c'était vraiment au sein des structures de soins en psychiatrie ou bien en pédopsychiatrie. Donc peut-être il y aurait des expériences cliniques et professionnelles qui seront transposables sur votre terrain, donc en médecine générale. Donc ici, peut-être quelques mots juste pour vous dire pour vous présenter un peu mon approche. Pendant 4 ans, j'ai été interprète, médiatrice interculturelle et également stagiaire sociologue dans une dizaine de structures de soins qui sont situées en région parisienne et principalement situées dans les quartiers dits chinois. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la géographie de la ville de Paris. C'est principalement vers Belleville, vers le quartier de Belleville, vers Arts et Métiers, mais aussi dans le 13e arrondissement. Et il est intéressant de souligner que sur les terrains, en coopérant très étroitement avec des psychiatres, mais aussi des pédopsychiatres, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de malentendus pour ces professionnels de santé, de pouvoir comprendre en fait le discours des patients chinois qui paraissent parfois un peu lointains de certaines représentations de soins qui sont véhiculées ici en France, mais aussi dans les sociétés occidentales. Et là maintenant je vais vraiment entrer dans la partie principale de mon exposé qui s'est organisée autour de la question centrale qui est des visions du soin des patients chinois mais également des patients étrangers. Tout à l'heure on va s'offrir un peu en essayant de monter en une généralité sans distinguer l'origine ethnique du patient. Alors, je vais notamment en fait mobiliser des expériences de recherche que j'ai eues moi-même personnellement, donc qui est sans doute limitée, mais on va sans doute y revenir tout à l'heure lors de la phase de discussion. C'est-à-dire que sur le terrain, j'ai rencontré 5 sous-groupes de migrants chinois ou bien de leurs descendants qui recourent à un soin de santé mentale qui est vraiment entendu au sens large, dans le sens en fait, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à toute prise en charge en santé mentale qui relaye diverses approches de soins thérapeutiques, quelles qu'elles soient, psychiatriques, psychologiques, psychothérapeutiques ou psychanalytiques. Donc, je me suis rendu compte qu'en fonction du milieu d'origine régionale, mais aussi du milieu d'origine sociale, ainsi que d'autres facteurs que vous pouvez lire sur l'écran, il y a
une vraie diversité de rapports sociaux qui conditionnent les visions du soin de ces Chinois. C'est-à-dire qu'il est difficile de dire que est-ce que tous les Chinois recourent à la médecine chinoise. C'est difficile d'y répondre parce qu'en fonction de la singularité de ce patient, il ne va pas s'orienter de la même manière vers tel ou tel soin. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a une différenciation sociale de rapport à la parole, ainsi que de manière de parler de soi au sein de cette population qui constitue une population immigrée très hétérogène. Par exemple, les réfugiés politiques qui ont immigré en France après l'événement de Tiananmen en 1989. Ce sont principalement des migrants qualifiés, même hautement qualifiés, intellectuels. Déjà avant de venir en France, ils sont déjà professeurs à l'université en Chine, ou bien des étudiants. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts à la psychanalyse par rapport à un migrant sans papier qui n'arrête pas de partager ses points de vue de rejet à la psychothérapie, par exemple en disant que ça sert à quoi de parler en consultation, parce que j'ai déjà, pour venir ici voir le psy, j'ai déjà été placée, par exemple, j'ai déjà posé ma journée de congé, donc si on vient ici juste pour raconter sa vie, ça ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, il y a des manières de mobiliser en fait la parole comme un outil thérapeutique dans le cadre de soins. Et un autre exemple que je pourrais partager avec vous, c'est le fait de vérifier ou non en fait un diagnostic, par exemple prescrit par un psychiatre, en retournant en Chine. Et là, comme ce que vous pouvez constater, tous les migrants chinois ne peuvent pas rentrer en Chine librement, parce qu'il y en a certains qui sont des exilés, donc ils sont toujours sur la liste d'arrestation du gouvernement. Il y en a certains qui sont sans papier, donc ils vont tout éviter, ils vont tout faire pour éviter de retourner au pays. Alors que ce que j'ai pu constater, c'est que c'est notamment en fait les migrants issus des classes moyennes qui retournent régulièrement en Chine et qui accessoirement allaient recourir aux soins dispensés en Chine, de mobiliser les ressources sanitaires, notamment en médecine chinoise, au pays. Et donc cela nous amène au troisième exemple sur les pratiques de l'automédication, donc qui est en lien très direct avec ce que vous faites ici. Et donc il est vrai que la notion du soin pour la population chinoise ne se passe pas uniquement à l'étape de l'apparition de telle ou telle pathologie, dans le sens où en fait le soin signifie prendre le soin de son corps, et cela s'effectue dans la vie quotidienne, par exemple à travers des pratiques alimentaires, de vouloir équilibrer par exemple les énergies de yin et yang à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de pratiques qu'on pourrait évoquer tout à l'heure lors de la discussion sur les représentations du soin et de la santé. Et donc, maintenant, j'arrive à la partie de la conclusion. Je voudrais tout simplement, comme faute du temps, on n'a pas vraiment le temps de tout détailler, mais je voudrais juste envoyer un message central qui est très simple à retenir, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération l'impact de la culture, mais surtout
des cultures, parce que même si on parle de la Chine est gigantesque et puis il y a tellement de diversité au sein de ce pays en fonction de milieu rural ou urbain, en fonction de modalités de socialisation hein, des gens. Donc c'est important, mais il ne faudrait pas raccourcir de parler à une culture chinoise de la santé unifiée et figée. Donc, ça, je pense que ça c'est transposable pour d'autres générations, d'autres populations. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus parler d'une culture de soins sénégalaise, par exemple. Et donc, il faudrait, à mon avis, déconstruire vraiment l'approche ethnopsychiatrique. Je parle vraiment dans le champ de la santé mentale, hein, mais plus largement de toutes les approches dites culturalistes ou voire culturalisantes de soins et de la santé. Donc, il faut introduire l'articulation de divers rapports sociaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, je pense que j'arrive vraiment à la fin de mon exposé. Et donc, il suffit si cela vous intéresse, hein, peut-être vous pourriez aller regarder en ligne certaines publications pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci Simeng Wang. Nous avons pu dégager de cette première partie qu'en étant conscients de l'influence de l'origine culturelle des patients, non seulement sur la relation du soignant au soigné, mais également sur les soins prodigués, notre pratique s'adapterait mieux aux patients. Indissociables de la variabilité du patient, les modes d'exercice et des pratiques des médecins généralistes varient fortement d'un pays à l'autre. Allons voir tout de suite ce qui se passe ailleurs. Une thèse de 2008, réalisée à Tours, s'est intéressée aux soins primaires en Europe, notamment aux consultations de médecine générale. Il existe une hétérogénéité des pratiques médicales à travers l'Europe qui n'induit pas de différence de morbimortalité, mais une différence de coût. Chaque pays a ses habitudes médicales selon sa culture. Certaines pathologies chroniques peuvent être suivies de façon mensuelle dans un pays et de façon annuelle dans un autre. Aucune étude comparative n'a été réalisée permettant de montrer, par des preuves scientifiques, qu'un suivi est meilleur qu'un autre. Une étude nantaise de 2010 s'intéresse quant à elle à la pratique de la médecine générale en Suisse. Là-bas, l'activité du médecin généraliste est majoritairement solitaire, liée à l'isolement de certaines régions montagneuses. Il est intéressant de constater que la majorité des médecins de premier recours pratiquent des examens biologiques et radiologiques au cabinet. De plus, bon nombre de médecins ont une propharmacie et délivrent donc des médicaments à leurs patients. Ce système concerne un quart de la délivrance des médicaments. Cette activité est controversée car les autorités reprochent un surcoût et une surprescription liés à l'intéressement. Enfin, le dernier rapport de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, paru en mars 2015, compare les différents systèmes de soins de 5 pays européens. Prenons le cas de l'Espagne, où les systèmes de santé sont soumis à une forte planification de la part des régions autonomes. Les régions déterminent a priori le nombre de médecins à former et définissent a posteriori les lieux d'implantation des centres de soins où exercent les médecins. En général, les médecins ambulatoires sont salariés de la région autonome dans laquelle ils exercent, sauf dans la région de Valence, où ils sont salariés de l'entreprise privée qui gère les centres de soins. Nous sommes réunis ici à Strasbourg, à quelques pas de l'Allemagne. Allons y faire un tour. Sabine Bayen, vous êtes allemande d'origine, en France depuis 10 ans, secrétaire générale du Collège des enseignants de médecine générale de Lille. De quelle façon les deux cultures, française et allemande, vous ont influencé dans votre pratique actuelle ? Merci beaucoup Marine. D'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin.
en tant que chargée d'enseignement à la faculté de Lille et en tant que maître de stage des universités, qui reçoit 3 fois par semaine des internes au cabinet, je me sens proche de vous et que je considère vraiment tous les jours cette partie de mon métier comme un enrichissement professionnel et personnel. Et c'est d'ailleurs déjà dans mon quotidien avec les internes que nous constatons parfois des petites différences dans la pratique. Cela peut arriver lors d'un simple examen clinique ou au moment d'expliquer la pathologie aux patients, que l'interne remarque des différences dans ma façon de faire ou dans ma façon d'être. Parfois, c'est moi qui constate des différences en voyant faire l'interne. C'est très difficile de déterminer les éléments culturels qui influencent ma pratique au quotidien. D'autant plus que demain, exactement d'ailleurs, ça va faire 10 ans, comme Marine a dit, que je vis et travaille en France. Voici quand même quelques particularités que j'ai pu noter. Et bien sûr, je ne suis pas du tout représentative pour d'autres médecins allemands exerçant en France. Mon défi au quotidien, c'est de limiter la surconsommation médicamenteuse chez mes patients. Je dis bien défi, parce que ce n'est pas toujours réussi. Parce qu'en fait, en Allemagne, on n'est pas trop médicaments, si on peut l'éviter. Je fais beaucoup d'éducation thérapeutique et j'explique très souvent, de façon très simple, les maladies aux patients. Au début, bien sûr aussi, parce que bon, je parlais déjà français, mais je veux dire, au niveau médical, voilà, c'était plus simple de rester simple. Et d'ailleurs, les patients, ils apprécient. Comme ça, au moins, tout le monde comprend la maladie. Alors, je fais ça pour créer une bonne compliance du côté du patient et pour bien lui faire comprendre la pathologie et ainsi augmenter la compréhension de parfois des inutilités de prescriptions, certaines prescriptions. Pour ce faire, je me sers beaucoup de modèles et de dessins, ce qui amuse parfois mes internes, mais ce qui est généralement apprécié par mes patients. En plus, je donne souvent des conseils pratiques de prévention, notamment pour les mycoses vaginales et des cystites simples, par exemple. Et je donne souvent des conseils hygiéno-diététiques, surtout en cas de gastro-entérite aiguë. En Allemagne, en fait, c'est très rare d'aller voir son médecin pour une gastro, une rhino, une bronchite ou une cystite simple. On se soigne à la maison par automédication raisonnable, je veux dire, et avec des remèdes de grand-mère si on peut. Ensuite, on consulte seulement le médecin en cas d'échec du traitement symptomatique ou en cas de gravité, bien sûr. Je rappelle d'ailleurs souvent les traitements symptomatiques non médicamenteux à mes patients, qui sont d'ailleurs bien sûr les mêmes en France et en Allemagne. Et ces conseils sont de plus en plus appréciés par mes patients en raison du déremboursement de nombreux traitements dits de confort ou symptomatiques. Ce qui est intéressant en parlant d'automédication et déremboursement de médicaments, c'est que les Français sont au niveau européen en tête des consommateurs de médicaments, avec une dépense annuelle de 95 € en moyenne, suivi des Italiens avec 76 €, puis par les Allemands avec 68 € par an. Une grande différence pour moi était aussi le paiement direct du médecin par son patient, ce qui induit une certaine relation commerciale entre le médecin et son patient. J'ai d'ailleurs toujours des difficultés à m'habituer à cette pratique et je sens tous les jours quasiment cette attente de la part du patient d'avoir une prescription à la fin de la consultation. En France, 90% des consultations en médecine générale se terminent en moyenne par une prescription de 3 médicaments en moyenne, suivi de l'Espagne, où on prescrit en 83% de consultations. L'Allemagne, un peu plus arrière, c'est avec 72%. Et aux Pays-Bas, seulement 43% des consultations finissent par une prescription de médicaments. D'ailleurs, dans les pays sans règlement direct du médecin par son patient, comme par exemple en Pays-Bas, Angleterre et en Norvège, on constate que les prescriptions sont inférieures aux pays avec paiement direct du médecin. Mais une étude de Ipsos en 2005 a montré que la prescription médicamenteuse n'est pas une attente prioritaire du patient français. Elle pourra être évitée par une écoute attentive du médecin et des explications personnalisées, par exemple avec des dessins et des modèles. Elle pourra être évitée. Alors, 8 patients sur 10 déclarent en fait avoir confiance dans un médecin traitant
sachant remplacer certains médicaments par des conseils utiles. Je vous invite maintenant à découvrir une consultation de médecine générale en Allemagne. En 2014, j'ai dirigé une thèse qui étudiait les différences de la consultation de médecine générale en France et en Allemagne. Nous avons pour ça interrogé 100 médecins généralistes allemands et 100 médecins généralistes français. Et on a pu ainsi dresser le portrait d'une consultation de médecine générale en Allemagne. Voici les résultats les plus intéressants. Le médecin généraliste allemand délègue un grand nombre de tâches. Les cabinets de groupe sont organisés par un agenda électronique partagé pour optimiser l'occupation des salles d'examen et de consultation. La durée du rendez-vous se calcule en amont selon le motif de la consultation. Par exemple, un mal de gorge sera plus rapidement pris en charge qu'un bilan de santé d'un patient diabétique. En arrivant, le patient il donne sa chipcarte, ce qui correspond à la carte vitale ici en France. Il donne la carte à l'accueil, puis patiente en salle d'attente. Ensuite, il est pris en charge par une assistante médicale. Je dis bien assistante parce que 90% quand même qui font ce métier, ça reste des femmes. Puis après seulement par son médecin traitant. Qui est donc l'assistante médicale ? Ce métier de l'assistant médical est une profession à part entière. Ce ne sont ni des infirmières ni des secrétaires, même si leur champ d'action touche clairement à ces deux professions. Il faut suivre une formation de 3 ans, puis c'est la formation continue auprès du médecin qui les emploie et qui les forme sous sa responsabilité à des tâches spécifiques selon ses propres besoins professionnels. Les assistants réalisent des tâches administratives et de nombreux gestes techniques, comme la prise de tension artérielle, les prises de sang, les pansements de plaies et d'ulcères, les plâtres et même les retraits de bouchons de cérumen. En plus, ce sont elles qui réalisent des polysomnographies, des EFR, des ECG, des Holters, des tests de la vision, des prick tests, l'audiométrie et la préparation du patient à l'épreuve d'effort. Vous vous imaginez bien que les cabinets médicaux doivent être équipés en fonction de ces besoins techniques. En effet, les cabinets de généralistes en Allemagne sont pour la plupart très modernes et complets en ce qui concerne le matériel technique. Cela commence par la salle d'intervention, comme un petit laboratoire pour réaliser des analyses de sang, une salle de petite chirurgie et de plâtre. Plus, attendez, vous le voyez là ? Attends, excusez-moi, j'étais trop vite là. Excusez-moi, l'équipement, hein, c'est ça. Excusez-moi, le plâtre. Et ainsi d'autres locaux qui servent à réaliser des examens dont je vous ai parlé précédemment. Que fait le médecin lui-même donc ? Il lui reste l'entretien, l'examen loco-régional à faire, le diagnostic à poser et des prescriptions médicales à réaliser. C'est le médecin qui réalise des échographies abdominales et des épreuves d'effort. Il a été formé à ces gestes pendant ses 5 ans de spécialisation en médecine générale. En ce qui concerne la durée de consultation, c'est-à-dire le contact réel entre patient et son médecin traitant, elle est, avec seulement 8 minutes, la plus courte en Europe, ce qui s'explique bien sûr par l'intervention en amont des assistantes médicales. Les médecins allemands, dans notre étude, ont ainsi réalisé presque 2 fois plus d'actes en ayant travaillé en moyenne 1 heure de moins que leurs homologues français. Les généralistes français réalisent les consultations les plus longues en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que la durée de la consultation n'a pas de conséquences sur la satisfaction du patient. L'Allemagne a un des meilleurs taux de satisfaction en Europe par rapport à la consulte. La durée ressentie de la consultation serait aussi importante que la durée réelle. Par rapport à la prise en charge des patients, nous avons constaté que le suivi des nourrissons s'effectuait souvent par les pédiatres et que le suivi gynécologique était majoritairement assuré par les gynécologues, ainsi que le suivi de grossesse. Cela s'explique par le fait d'un grand effectif de pédiatres et gynécologues en Allemagne, car il n'y a pas de régulation extérieure des différentes disciplines médicales. Le sévrage des patients alcooliques était rarement réalisé par des généralistes dans notre étude, car cela nécessite une formation spécialisée supplémentaire. Et forcément, ça rallongerait aussi la durée de la consultation. Pourquoi est-il utile de s'intéresser aux différentes pratiques de la médecine générale en Europe ? Marine, elle a dit tout à l'heure, la VONCA a défini en 2002 déjà la nécessité d'une formation qui permet d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir exercer dans tous les pays membres
Il faudra en fait créer un peu plus d'homogénéité dans les pratiques. Nous avons bien sûr en plus ainsi l'occasion de s'enrichir de nos différences pour essayer d'harmoniser la pratique de la médecine générale en Europe. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un excellent congrès ici à Strasbourg. Merci, Dr Sabine Bayen. L'exemple de l'exercice de la médecine générale en Allemagne nous ouvre des perspectives quant à l'adaptation de nos pratiques professionnelles afin d'optimiser nos prises en charge. Voyons s'il existe des différences concernant le rôle de l'interne, l'organisation et la durée de son cursus. Comparons la formation française et canadienne. La France promeut une formation visant l'excellence. Faisons un petit retour dans le temps. Au XVIIe siècle, sous l'Ancien Régime, la notion d'élite était définie par la naissance. Les révolutionnaires ont souhaité voir émerger une classe intellectuelle se définissant par son savoir, ses compétences et ses acquis. Cette façon de penser retentit également sur la formation médicale avec la création, en 1802, de l'internat de médecine. Vous le savez, en France, l'accès à une formation de spécialiste et l'accès à l'internat passent depuis 2004 par les ECN, ou épreuves classantes nationales. Cet examen maintient les critères d'égalité entre les étudiants, puisqu'il est anonyme, évitant ainsi le favoritisme, l'évaluation des résultats antérieurs et toute autre caractéristique des étudiants. Le Canada, de son côté, veut former des médecins ayant un niveau de compétence défini, plutôt que de rechercher l'excellence pour quelques-uns. L'accès ou non à une spécialité se fait sur les caractéristiques individuelles du candidat via un dossier académique, avec ses résultats antérieurs, son implication dans la vie universitaire et associative. Les entretiens sont conduits par les enseignants. L'objectif poursuivi est de garantir un niveau équivalent d'aptitude entre les médecins formés par des facultés ayant chacune leurs propres objectifs et leur propre cursus. Les examens et évaluations qui sont conduits au niveau national cherchent à sélectionner des médecins ayant une bonne activité clinique plutôt que des médecins capables de performances académiques. Le Canada s'est en particulier penché sur les questions relatives aux capacités de communication, sachant qu'un étudiant ayant des connaissances étendues ne fera peut-être pas le meilleur médecin s'il communique mal ou s'il n'est pas capable de travailler en équipe. Il n'existe pas d'études comparatives entre la France et le Canada. De ce fait, il n'est pas possible de dire si un système est supérieur à l'autre. Madame Chloé Perdry, vous êtes médecin généraliste remplaçante, présidente de Saint-Exupéry Network, branche française de Vasco da Gama, qui est elle-même la branche jeune de la Wonka Europe. Pour vous, comment l'internat français peut-il s'enrichir à travers l'expérience d'autres pays ? Déjà, merci Marine. Je souhaitais remercier l'équipe de l'ISNAR de m'avoir invitée pour cette table ronde. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Comment l'internat français peut-il s'enrichir à travers l'expérience d'autres pays ? Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, comme je fais partie de Saint-Exupéry Network, j'ai fait un peu le plan avec le thème du Petit Prince. Donc, première partie, je vais vous raconter un peu l'histoire de notre formation et en quoi la communauté internationale nous a aidés à en arriver là où nous en sommes. Ensuite, je vous raconterai un petit peu mon expérience sur les échanges que j'ai pu faire chez les médecins généralistes en Europe et également un petit peu en Asie. Et en troisième partie, je vous donnerai un petit peu les clés pour vous si vous avez envie de vous enrichir aussi de l'expérience des autres pour que vous sachiez un peu comment faire.
Donc on va commencer par l'histoire de notre formation. On commence par les années 70 où avec l'explosion des technologies médicales, on a centré nos systèmes de santé sur la médecine d'organes et sur l'hôpital. Sauf que les médecins généralistes, ils n'étaient pas d'accord dès le départ et ils étaient persuadés qu'ils avaient encore un rôle à jouer dans les systèmes de soins. Et en fait, ils ont commencé à s'organiser, surtout au niveau international, en créant la WONCA, qui est en français l'Organisation mondiale des médecins généralistes, en anglais World Organization of General Practitioners, Family Medicine. Voilà, donc ils se sont créés en 1972. Et puis, pour prouver leur légitimité, ils ont commencé à réfléchir à essayer de rédiger un texte qui décrirait l'activité de médecine générale. Et c'est le groupe Lowenhorst, qui était l'ancien groupe des enseignants de médecine générale européens de l'époque, qui a créé le premier document qui décrivait l'activité de médecine générale. Ça, c'était en 1974. Et puis, ces réflexions ont eu une répercussion en France et certains médecins généralistes aussi en France ont commencé à vouloir s'organiser également et ont créé les premières sociétés scientifiques de médecine générale pour développer la médecine générale en tant que domaine de formation et de recherche propre. Voilà. Donc ils ont continué en France à se développer. Juste le bleu c'est la France, le vert c'est l'international. Ils ont créé en 1983 le Collège national des généralistes enseignants. Ils ont réussi à mettre un pied dans l'université avec la création des départements de médecine générale en 1995. Et pendant ce temps-là, la communauté internationale continuait à réfléchir sur l'identité de la médecine générale, sur sa place dans le système de soins et sa légitimité pour améliorer la santé de la population. Enfin, en 2002, la WONCA Europe a sorti la définition de la médecine générale que nous connaissons tous et dont nos enseignants s'inspirent beaucoup, notamment avec les compétences de médecine générale que tout médecin généraliste doit acquérir. Voilà. Au niveau français, en 2002 également, les médecins généralistes ont réussi à imposer la médecine générale comme spécialité. Et 2 ans plus tard, en 2004, les premiers internes de médecine générale sont rentrés pour commencer leur internat de médecine générale avec le DES de médecine générale. Et depuis 2004, on a le développement de la filière universitaire de médecine générale qui évolue constamment. Et de plus en plus, notre spécialité acquiert de l'indépendance et de la qualité dans la formation. Plus récemment, il y a en 2013 la WONCA qui a sorti des recommandations pour une formation, une meilleure formation en médecine, pour les internes de médecine générale. Et ce texte est retrouvé beaucoup dans la nouvelle réforme du 3e cycle des études médicales qui devait être mise en place en 2016, mais ça a été reporté à 2017. Voilà, notamment, ils veulent mettre en place une autonomisation graduelle des internes avec une année socle pour tous les internes de médecine générale. Et puis, il y a toujours aussi le tutorat et le portfolio qui restent central dans notre formation. Ils demandent aussi au moins 50% de stages en ambulatoire pour les médecins généralistes au niveau de la WONCA, des recommandations de la WONCA. Et puis il y a aussi la Commission européenne qui a eu une grosse influence sur nous, notamment avec la mise en demeure de la France à propos du temps de travail des internes et qui a porté ses fruits puisqu'en 2015 on a eu une nouvelle loi en France qui encadre le temps des internes, dont on a parlé à l'introduction de ce congrès.
Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à des échanges qui sont organisés avec Vasco da Gama, à des conférences exchange notamment. J'en ai fait en Espagne. Et les conférences exchange, en fait, c'est un petit peu comme l'auberge espagnole des médecins généralistes. Ils réunissent plein de jeunes médecins généralistes de toute l'Europe autour d'un congrès. Donc là, il se trouvait que c'était en Espagne. Et donc, j'ai rencontré plein de jeunes médecins généralistes européens qui m'ont raconté un peu comment ça se passait chez eux. Je voulais vous parler de l'exemple de l'Autriche. Qui a obtenu le stage obligatoire en médecine générale en 2014 seulement. Et pour cela, ils se sont beaucoup appuyés sur la communauté internationale et sur la WONCA. Et notamment, les jeunes médecins généralistes ont fait une grande campagne auprès de leurs représentants. Ils ont fait une vidéo lors de la WONCA mondiale. Lors de la conférence mondiale de la WONCA à Prague en 2014, où ils ont filmé Michael Kidd, qui est le président de la WONCA, qui déclarait que les médecins généralistes devaient absolument être formés en ambulatoire et pas que à l'hôpital. Et ensuite, ils ont interrogé plein d'internes de plein de pays différents pour leur demander combien de mois de stage obligatoire ils avaient dans leur cursus. Et là, ils ont mis une bonne claque à leur gouvernement parce que, par exemple, en Australie, ils en ont 24. Ils ont 24 mois. En Finlande, ils ont 33 mois obligatoires. En Italie, ils en ont 12. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, ils nous ont mis un petit peu une claque en France aussi. Voilà. Sinon, le Canada, pour moi, personnellement, c'est les stars de la médecine générale. Pour vous donner un petit peu un exemple, pendant la formation, les internes, pour améliorer leur communication, sont filmés pendant une consultation. Et ensuite, la vidéo est revue avec un médecin sociologue et un médecin généraliste et l'interne. Et ils revoient toutes les techniques de communication, comment ils peuvent améliorer leurs techniques, etc. Donc, moi, je trouvais ça super qu'ils puissent faire ça. Et puis, j'ai un petit peu voyagé en Asie aussi. Je me suis renseignée. Là, pour le coup, en Asie, la médecine générale n'est pas encore très bien implantée. Par exemple, en Inde, l'internat n'est pas obligatoire pour devenir médecin généraliste. Il dure 2 ans. Voilà, mais ils commencent à s'organiser et grâce notamment à l'impulsion de la WONCA. Voilà, ça c'est un petit peu des photos sur mes expériences pour vous. Donc au milieu c'était en Espagne. J'ai appris par exemple qu'en Espagne le tuteur était aussi leur maître de stage universitaire et qu'ils ne changeaient jamais de maître de stage universitaire pendant leur cursus. Ils ont au moins 24 mois de stage en ambulatoire. Et en fait, c'est cette personne qui les suit, qui les accompagne tout le long de leur formation. Ils font aussi pas mal de gardes dans leur centre de santé qui est attitré, très peu de gardes à l'hôpital, un petit peu au début du cursus, mais pas tant que ça. Sinon, en haut à gauche, en Inde, j'étais étonnée de voir que les patients adorent avoir des médicaments en intramusculaire. Ils ont pratiquement tous leurs médicaments en intramusculaire administrés par leur médecin. Et j'ai vu le médecin généraliste perfuser aussi des patients dans la salle d'attente carrément parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et puis là-bas, ils vendent leurs médicaments directement aux patients. Voilà, et puis je peux vous en raconter d'autres aussi. J'ai fait des visites à domicile en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous voyez en bas. Voilà, c'était des belles expériences. Donc par rapport à vous, comment vous faites, comment vous pouvez faire pour vous enrichir de l'expérience des autres. L'ISNAR IMG, FERJP, Vasco da Gama proposent pas mal de choses, mais c'était un petit peu difficile de s'organiser. Du coup, il y a 1 an déjà, on a décidé avec mon équipe de créer une nouvelle association qui s'appelle Saint-Exupéry Network pour axer le développement de l'international en médecine générale en France, pour qu'on s'occupe réellement que de ça. Donc si vous avez un projet de médecine générale avec de l'international, vous vous adressez à nous et nous, on vous dirigera vers les différents acteurs en fonction de ce que vous nous demandez.
On a un bon réseau, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est ma bibliographie. Vous pouvez venir me voir si ça vous intéresse pour que je vous la donne. Et puis voilà les contacts utiles si vous voulez nous contacter pour vous enrichir par rapport aux expériences de nos voisins. Voilà, merci à vous et bon congrès. Merci Chloé Perdry. À l'heure où nos études sont en cours de réforme, nous pouvons constater qu'il existe de nombreuses méthodes de formation des internes. Certaines pourraient permettre aux internes français de médecine générale d'améliorer leurs connaissances et leurs pratiques. Nous commençons à nous rendre compte que la relation aux soins peut être vécue très différemment, que ce soit du point de vue du patient, du médecin ou de l'interne en formation. Alors revenons un peu en France. En quoi tout cela nous concerne-t-il? Le monde du soin est en soi un monde à part, qui répond à des codes bien spécifiques avec son langage et ses règles de vie. Il est déjà difficile à appréhender lorsque l'on possède le code culturel initial. Avec une culture différente, la rencontre du milieu médical peut donc représenter de grandes difficultés et une forte incompréhension. Dans tout exercice d'une profession au service de l'autre, 3 ordres sont à distinguer: du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Sur le plan académique, le savoir est fortement valorisé dans le champ de la médecine. Le savoir-faire est valorisé par la clinique. Enfin, le savoir-être est très fortement apprécié des malades. En effet, ce n'est pas tant l'organe malade qu'il importe de soigner, mais bel et bien l'homme souffrant, étant donné que ce dernier peut être immergé dans une culture bien spécifique. L'exemple des États-Unis est des plus parlants. Depuis le début du XVIIe siècle, au fil des vagues migratoires, et actuellement encore, la diversité culturelle, mais aussi les disparités du statut social et de santé des populations de migrants se sont manifestées. Un rapport de l'Institut de médecine a été réalisé en 2003 visant à faire le bilan de ces inégalités de santé. Entre les groupes minoritaires et les blancs américains, on note un état de santé significativement différent qui pourrait être dû à des habitudes de vie et des facteurs génétiques, mais cette différence se marque aussi dans les soins reçus. Toutes choses étant égales par ailleurs, les minorités reçoivent moins de soins et quand elles en reçoivent, ceux-ci sont de moins bonne qualité. Cela accentue encore la différence de morbidité et de mortalité vis-à-vis du groupe majoritaire des Blancs américains. Ce constat nous montre l'importance de l'acquisition d'une compétence culturelle. Il faut être conscient des différences d'attente vis-à-vis de la médecine, des différences de représentation de la santé et de la maladie, ainsi que des conditions de vie de nos patients. Docteur Maudroyan, vous êtes médecin généraliste travaillant à la PAS, ou Permanence d'accès aux soins de santé de Strasbourg. Vous êtes donc confronté quotidiennement à des patients d'origine variée. Pouvez-vous nous dire, selon votre expérience, comment adapter au mieux notre pratique face à une culture différente? Merci Marine, bonjour à tous. Alors déjà pareil, comme mes collègues, on est vraiment très heureuse d'être là. C'est un peu bizarre d'être à cette place parce qu'on n'avait pas trop l'habitude, on était plutôt là-bas. Comme disait Marine, donc la permanence d'accès aux soins de santé, donc je suis médecin généraliste de formation. Est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas ce qu'est une permanence d'accès aux soins de santé? Levez la main ceux qui ne connaissent pas. Ok. Donc c'est pour savoir si je devais dire ce que c'était. Alors c'est une sorte de dispensaire dans l'enceinte des hôpitaux. Ça a été mis en place par une loi contre les exclusions, en fait plutôt un décret dans le Code de la santé publique en 1998. L'idée c'était en fait que même ceux qui étaient exclus du système de soins
notamment ceux qui n'avaient pas d'AME, qui n'avaient pas de CMU, donc AME, aide médicale d'État, et la CMU, puissent quand même avoir accès à des soins si c'était nécessaire. Donc on parle là essentiellement de patients qui sont soit sans domicile, un peu parias du système de santé, ou des récemment arrivés sur le territoire français, qui, comme vous le savez peut-être, n'ont pas d'emblée l'AME. Il faut quand même une présence de 3 mois sur les territoires, ce qui donne quand même 3 mois sans couverture sociale. Donc le but, c'était un petit peu de ne pas laisser ces gens dans la nature et de créer un véritable système de soins axé sur cette population. Donc ça, c'est mon domaine d'intervention. J'ai connu les PASS à Nantes, puisque j'étais externe à Nantes et qui est une des premières PASS qui a été créée. Et donc ça m'a donné très envie d'y travailler plus tard, et donc me voilà à Strasbourg. Mon autre domaine d'intervention, c'est le centre de rétention administrative. Certains en ont peut-être entendu parler, surtout avec l'actualité. Donc c'est un centre qui retient les patients, enfin les migrants qui sont en situation irrégulière sur le territoire avant d'être reconduits à la frontière. Donc il y a dans ces centres des unités médicales, pas dans tous, mais dans certains, et il y a des médecins. Voilà, qui travaillent pour essayer de rétablir, alors je vais réemployer le terme parce qu'il fait beaucoup rire, il a fait beaucoup rire mon jury récemment pour mon concours de PH, ce qui est de justice sanitaire. Oui, ça existe, parce qu'en réalité dans ces centres c'était essentiellement l'administratif qui allait décider de l'avenir de ces patients, et maintenant intervient quand même une partie un peu plus sanitaire pour relire un petit peu le dossier de ces patients au regard d'une vision plus médicale. Voilà. Donc, première impression, on va rencontrer un patient d'une autre culture, si vous voulez bien. Donc, Monsieur G, 70 ans, géorgien, demandeur d'asile, qui est en France depuis 15 jours. Il ne parle pas français. Il est logé au 115. Quelqu'un sait ce que c'est le 115 ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est ? D'accord. Donc le 115, c'est le SAMU social. C'est ce qui loge les gens, en fait. C'est l'organisme qui loge les gens, qui dispatche les gens qui n'ont pas de domicile fixe, notamment pendant les plans hivernaux. À l'origine, c'était ça la vocation, puis maintenant, ça s'est répandu. Alors inutile de vous dire qu'il ne loge pas tout le monde. Et donc ça fonctionne sur appel. Donc il est logé par le 115, c'est-à-dire pas logé en fait. Et il est en décompensation œdémato-ascitique. Vous êtes interne dans un service ou interne de médecine générale, vous recevez ce patient. Alors j'aimerais savoir combien d'entre vous se sont déjà dit la phrase suivante. Combien se sont dit ça ? Non mais soyez honnêtes, hein. Mercredi, j'espère qu'il ne sera pas dans mon secteur. Qui s'est dit la phrase suivante ? Et qui s'est dit celle-là ? En rentrant à la maison. Ouais, moi aussi. Voilà. Alors, pourquoi on se dit ça en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit à ce moment-là ? Il se passe quelque chose de très simple. C'est pas qu'on ait un ensemble de gros incapables, incompétents et inhumains. En fait, c'est que on vient de détecter une impasse. On sent qu'on va arriver à une impasse. On l'anticipe. Alors c'est une erreur d'anticiper parce qu'on anticipe le pire, mais une impasse de quoi ? De communication déjà. Ce monsieur ne parle pas français. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Comment je vais lui expliquer ? Comment je vais comprendre ce qu'il a ? Une impasse diagnostique, parce qu'on se dit, ça va pas être simple de faire une anamnèse, d'arriver à des signes cliniques. Une impasse thérapeutique aussi. Il n'a pas de logement, il n'a pas de papier, il n'a pas de sécu. Qu'est-ce que j'en fais ? Et une impasse sociale administrative qu'on sent bien poindre dans tous ces domaines. Il n'a pas de logement, il est demandeur d'asile, voilà. Donc ce sont des impasses qu'on a déjà détectées à la lecture des 2 premières phrases du dossier ou de l'évocation de ce patient. Alors, la problématique de cette rencontre, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a 2 mondes, 2 référentiels et 2 langages qui ne vont pas du tout s'interpénétrer. On est complètement différents. Ce monsieur n'a pas du tout la même manière, n'évolue pas dans le même monde que nous. Donc nous, on est là, on est le médecin, on a notre monde, et il y a le patient. On a notre savoir scientifique, nos facteurs irrationnels, notre langue, notre objectif. Lui, il a ses connaissances, ses croyances, sa culture, sa langue et son ressenti. Voilà les 2 mondes, les 2 planètes qui ne se rejoignent pas du tout. Et au milieu,
Eh bien, il y a ça. C'est que si elles ne se rejoignent pas, ces planètes, on va avoir une non-adhésion aux soins, une inobservance et donc un échec thérapeutique. Il y a donc deux lectures de maladies différentes. Vous avez bien vu, deux mondes de lecture. Hein. C'est comme si vous parliez un vocabulaire, on parlait de la Chine, vous parliez chinois, le patient parle français, déjà on ne peut pas communiquer. Deux récits distincts. Alors pourquoi je parle de récits? Parce que je voulais vous mettre cette définition de Good en 98 qui a dit que la maladie était en fait une construction qui n'existait que par l'interprétation qu'on s'en donne. C'est intellectuel comme ça. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, pour vous, la maladie, c'est quoi? Vous êtes M, le médecin. Une maladie, c'est un regroupement de symptômes que vous allez unifier en syndrome. Ça va donner une pathologie. Et de cette pathologie, vous allez dire c'est une maladie qui a pour vous un sens universel. Et donc, vous allez avoir un traitement. Prenons un exemple. On va parler de l'épilepsie. Pour vous, l'épilepsie, c'est une maladie, il y a des crises tonico-cloniques, et donc vous allez en faire un syndrome, c'est un je sais pas moi, voilà, une épilepsie généralisée. Vous allez en faire une maladie, l'épilepsie, et vous allez donner un traitement, la dépakine, entre autres. Ça, c'est vous. Le patient, monsieur P, il voit, lui, un ressenti. Je me sens pas bien, j'ai des crises, ça m'incommode, ça m'handicape, donc j'ai un problème. Ça a un impact non négligeable sur ma vie. Je veux dire, je tremble, je me mets à avoir des crises en plein milieu d'une conférence à l'ISNAR, je ne comprends pas. Ou en plein milieu de la rue parce que je suis sans domicile fixe. Donc je vais rechercher une aide. Aidez-moi, docteur, à aller mieux. Et donc je vais chercher une solution, mais qui est personnalisée. Je ne veux pas la solution du voisin, je veux une solution pour moi. Par exemple, l'épileptique à qui vous allez trouver une solution, la dépakine, vous allez vous dire « chouette, je suis un super médecin, j'ai donné de la dépakine, je l'ai soigné ». En fait, monsieur P, monsieur G, madame M, vous allez lui donner de la dépakine. Pour lui, qu'est-ce que ça va être? Un traitement chronique, quotidien, qu'il ne va pas falloir oublier. Donc ça devient une corvée, ça ne devient pas un traitement, c'est une corvée. Pour monsieur C, qui est camerounais, c'est comme Cameroun, c'est plus qu'une corvée. Vous lui avez diagnostiqué une épilepsie. Une épilepsie, c'est qu'il est possédé. Il est possédé par quoi? Un démon, un mauvais sort que quelqu'un lui a envoyé. Moi, par exemple, je suis donc de deux cultures différentes. Ma maman est malgache. Si on lui parle d'épilepsie, ce n'est pas du tout médical comme diagnostic. C'est de la sorcellerie. Donc, on a une divergence de point de vue et une divergence d'objectifs. Nous, on est thérapeutes. On veut donc guérir cette maladie. C'est notre but, c'est notre leitmotiv. Si on ne guérit pas, c'est mal. Le patient, lui, il attend des réponses et des solutions à son problème. On est dans ce que les anglo-saxons et les Canadiens appelleraient le cure. To cure. Vous avez vu to cure? C'est donc soigner. Et le patient, il cherche le care. Prenez soin de moi. Et c'est deux notions qui sont complètement différentes. Donc, si on ne fait pas du to care, mais du to cure, on risque un sentiment d'impuissance parce qu'on ne va pas obtenir ce que nous, on veut vraiment. Alors voilà, le but, c'est d'interpénétrer ces deux mondes par différents outils. La langue, avec des interprètes professionnels, des médiateurs, des pictogrammes si c'est nécessaire, l'empathie, la curiosité, la bonne connaissance de l'interlocuteur. Alors je vais me focaliser un peu là-dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut revenir au diagnostic centré sur le patient et non pas sur la maladie. C'est l'objectif de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Ça s'appelle un diagnostic éducatif. Alors ça aussi, c'est un mot super intellectuel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de me centrer sur la maladie que vous voyez tout en bas, là, c'est le dernier petit truc, on va se centrer sur ce que ressent le patient, qui il est, qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il veut, son objectif. Les notions à garder en mémoire pour les patients d'une autre culture, c'est celle-là. Le patient, il est dans une acculturation. Alors les sociologues connaîtront ça un peu mieux que moi, donc je ne vais pas m'aventurer dans la définition puisqu'elle risque d'être un peu merdique. Mais en gros, ce sont des phénomènes qui résultent d'un contact continu, direct, entre des groupes d'individus qui sont de cultures différentes. C'est l'ensemble de ces phénomènes et qui va amener à des changements dans les modèles culturels, éducatifs et sanitaires. Ce patient en face de vous, il est aussi en transition culturelle. Alors ça s'utilise beaucoup dans tout ce qui est maladies chroniques comme le diabète parce qu'ils sont dans des transitions nutritionnelles. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de muter. Il y a des phénomènes de mutation qui interviennent.
Et l'autre chose à prendre en compte, c'est la part sociale du patient. Comme vous avez vu, il y a parfois des urgences sociales qui sont plus urgentes que les urgences médicales. C'est tout le paradoxe du soin quand on soigne un patient qui est sans domicile ou d'une culture différente, où il y a d'autres priorisations. Donc soigner au-delà des frontières, oui, c'est possible. Si vous faites un diagnostic patient, axé sur le patient, avec une bonne alliance thérapeutique au préalable. Puis ensuite, on contractualise le soin, ce qui veut dire qu'on regarde les objectifs du médecin, les objectifs du patient, et on mixe. Et ensuite, rentrer dans le care et non plus dans le cure. Donc soigner un patient d'une autre culture, c'est bien sûr votre savoir médical, hein, il faut quand même connaître un petit peu les pathologies. Et ensuite élargir ça au savoir-être avec le true care, c'est-à-dire l'humanité qui fait partie de nous. On est soignant, on a tous choisi le métier de soignant parce qu'on est quelque part humain. Et ensuite, eh bien, tout ce qui est ouverture d'esprit, un peu de curiosité, être curieux de savoir quelle est la personne qui est en face de vous et que constitue son monde. Et ensuite, de la bienveillance, puisque le but c'est de faire du bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Maudroyan. En consultation, face à un patient d'une autre culture, vous venez de nous montrer qu'il peut être encore plus important de prendre le temps de l'écouter, de repérer ses incompréhensions et d'adapter la prise en charge. Après ce rapide tour d'horizon, je me tourne vers vous. Jusqu'où êtes-vous prêt à prendre en compte les différences culturelles en consultation ? Oui, bonjour. Je suis le docteur Bikaï. Donc, j'ai pas la chance d'être médecin généraliste, je suis médecin aux urgences. Mais j'étais ancien du bureau l'ISNAR. Donc, voilà, je voulais revenir sur l'exemple que Marine a pris concernant le médecin du Sénégal, qui serait au bord de la folie quand il voit l'organe génital opposé. Eh bien, en fait, connaissant bien le Sénégal, je crois que ça a beaucoup changé. Les Sénégalais font la médecine occidentale. Ils ont des diplômes reconnus par l'UNESCO. Donc, et puis, il y a une culture française qui est en place au Sénégal. Alors, concernant les différences culturelles, moi, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, le patient qui est aux urgences, il ne veut pas que le médecin fasse sa connaissance comme le médecin généraliste. Il est là pour une chose précise, il veut que ce soit fait vite. Donc, ils n'aiment même pas qu'on parle avec eux de leur mal. Ils veulent juste avoir un soin objectif et rapide. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, le rapport à la différence culturelle, c'est déjà le rapport entre le médecin et le malade. Parce que la médecine aujourd'hui, c'est devenu une sorte de culture pour les médecins. Et même le langage que nous parlons n'est pas le même langage que le langage qu'on parle en ville. Donc il y a déjà une différence culturelle entre le médecin et le malade, même dans le même pays. Et il y a déjà des patients qui ont une idée du médecin qui peut être à des années-lumière de ce que le médecin fait dans son travail habituel. Donc c'est quelque chose qu'on doit tenir compte à chaque instant qu'on voit un patient. Parce qu'il y a des représentations sur ce que c'est qu'un médecin, qui peuvent être complètement faussées. Alors, moi j'ai une fois soigné un patient sans jamais lui parler. C'est étrange, mais en fait c'était un monsieur qui était conducteur de poids lourd. Et il s'était plaint il était d'origine roumaine, il s'était plaint d'une douleur thoracique. Finalement, ses collègues ont appelé le 15, nous sommes allés, on lui a fait un électrocardiogramme qui montrait un beau syndrome coronarien. Et on n'avait pas besoin de savoir d'où il vient, il fallait juste faire le boulot et puis le ramener à l'hôpital, quoi. Ça, ce sont des exemples,
je pense que c'est pas ça la bonne médecine, mais c'est la médecine objective des urgences, en fait. Et je crois qu'il faut vraiment prendre compte de, comme vous disiez, de ce que c'est que la culture de l'autre, mais parfois c'est compliqué. Voilà, merci. Merci. Je peux y aller? Bonjour, Pierre-Louis Druet, je suis médecin généraliste et président du Collège de la médecine générale. Je vais d'abord commencer par vous féliciter pour les 4 présentations, mais en même temps essayer de remettre ces 4 présentations dans la logique même de notre pratique au quotidien en médecine générale en France. Il n'y a pas de différence. Simplement, les niveaux logiques et la manière dont on va réagir sont liés justement à l'importance des différences. Mais finalement, interrogeons-nous de savoir si la différence qui est la moins perçue n'est pas la plus pernicieuse dans la relation qu'on a avec un patient. Quand la différence est forte, on est vigilant. Quand la différence est faible, elle existe et on n'en prend pas forcément conscience. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, cette histoire de sorcellerie et de la vision du sexe féminin. Rappelez-vous comment le tableau de Courbet a beaucoup perturbé et perturbe encore dans notre société. Et ce modèle, il n'est pas propre forcément à des niveaux uniquement de type cultuel et pas religieux. Et ça, c'est un terme que je veux corriger dans votre présentation parce qu'on est dans le spirituel et cultuel et pas dans le religieux. Et il ne faut pas mélanger les genres. Enfin, je voulais venir sur le fait que ce qui a été présenté par notre collègue qui travaille dans des structures où les patients n'ont pas de prise en charge, c'est aussi le modèle qu'il faut essayer d'appliquer tous les jours au quotidien dans nos consultations, parce que même si on parle la même langue, on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas les mêmes niveaux de valeur et on a surtout des origines culturelles qui font que le langage n'est pas le seul modèle de l'échange. Et j'en veux pour preuve une expérience personnelle où pendant 5 ans, j'ai tenté d'organiser la médecine générale sur le territoire de Shanghai en Chine. Je ne parle ni le chinois et je suis un très mauvais angliciste et pourtant pendant 5 ans j'ai réussi à travailler et à communiquer avec des Chinois, des médecins chinois et des soignants chinois. Donc je pense que le non-verbal, l'empathie naturelle qu'on a avec les gens et le professionnalisme qu'on partage tous, quelles que soient nos cultures, sont des outils bien plus puissants que tout le reste. Merci. Essayons maintenant de nous tourner vers les internes pour avoir leur avis sur la question. Bonjour, je suis un interne de médecine générale sur Lyon. En fait, j'aimerais rebondir sur les propos du docteur qui travaille aux urgences devant. Moi, j'ai été un peu choqué parce que vous avez dit, notamment, vous parliez que vous faisiez des soins aux patients sans leur parler, sans essayer de vous mettre à leur place, qu'aux urgences, c'est vite fait, bien fait, ou mal fait, je ne sais pas. Et moi, je me mets à leur place. Je suis allé un jour, j'étais en Italie, j'ai eu un problème de santé, j'ai dû aller aux urgences, c'était de la traumato. Déjà, j'avais une inquiétude médicale, mais en plus de cela, j'avais l'inquiétude culturelle. Est-ce qu'en Italie, ils sont bons comme en France? Est-ce qu'ils vont faire les mêmes choses? Est-ce que le suivi sera le même? Enfin, est-ce qu'on va me suivre tout simplement? Parce que moi, je vais retourner en France derrière. Est-ce que je vais... Enfin, il y a beaucoup plus de questions qui se posent, je pense, quand on est d'une autre culture, quand on vient se faire soigner dans un autre pays. Et en France, quand l'étranger, un migrant, comme vous aviez expliqué tout à l'heure, madame le docteur à droite, je ne sais plus votre nom, excusez-moi. En effet, il arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, c'est très difficile. Donc voilà, j'aimerais rebondir là-dessus. Docteur Maudroyan, est-ce que vous voulez réagir?
Non, mais en fait, je pense que tout ce qu'on a dit se regroupe un peu. Alors, bien sûr, il ne faut jamais omettre que quand on reçoit un patient, il y a des priorisations. Hein. Moi, j'en reçois aussi au cabinet. Ce que je vous ai dit là sur tout ce qui était diagnostic centré sur le patient, il est bien évident que si on a affaire, on reste quand même des médecins. Si on a affaire à quelqu'un dans l'urgence, hein, il y en a des vrais, il m'arrive aussi de les envoyer d'emblée aux urgences, justement, quand c'est nécessaire. Hein. On ne fait pas fi de ça. Et ce que vous disiez un peu tous, hein, je pense, c'est très vrai, c'est que finalement, on dit que c'est lorsqu'on est avec un patient de culture différente qu'il faut faire très attention à être vigile, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison de le dire, que c'est du quotidien. Ce diagnostic qu'on appelle éducatif, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle éducatif, en fait c'est un diagnostic tout court, c'est ce qui devrait être le diagnostic tout court, c'est-à-dire prendre vraiment en conscience que l'autre, et l'autre, ça peut être votre pote, hein, ça peut être votre collègue, votre confrère avec qui vous travaillez, a une relation au monde et une notion du monde qui est totalement différente de la vôtre. Mais c'est valable même pour les histoires de couple. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Quand vous prenez l'autre qui arrive dans votre vie, il n'a pas du tout la même version que vous de la vie, du tout. Donc si on ne prend pas ça en compte, c'est l'échec, hein, c'est l'incompatibilité. Et nous, en tant que soignants, il faut qu'on soit très vigilants sur ça. Donc je trouve tous vos propos très vrais. Et l'éducation thérapeutique, la médecine générale n'omet pas la notion d'urgence. Au contraire, ça me semble une de nos priorités quand même, dans notre quotidien. Voilà, donc là bonjour, je suis Pierre Trileschi, je suis médecin généraliste installé en banlieue de Strasbourg, banlieue populaire, et je représente le syndicat MG France. Merci beaucoup des différentes interventions que j'ai pu entendre. Extrêmement, ça m'a fait rêver quand j'entends parler de l'Allemagne, comment les choses s'organisent en Allemagne. Ça va être sympa si on y arrive aussi en France. Hein. Je pense que c'est pas impossible, c'est du réel. Ça m'a fait rêver aussi d'entendre ce qui se passait chez nos collègues d'autres pays, en Autriche. Et donc je prends la parole pour parler sur la question là, tout à fait dans la suite qu'a abordé Maud Royan et qu'a abordé Madame Simone Gwang. La question de la parole et de la diversité culturelle. Alors en tant que médecin généraliste, je pense que, exerçant, hein, donc en pratique, je suis, comme les autres, un expert de la relation et de la capacité de la relation en situation interculturelle. Bien sûr, les migrants nous poussent à nos limites de cette difficulté de l'interculturalité, mais sincèrement, exercer en Alsace, c'est de l'interculturalité par moment, et exercer avec des personnes qui sont forcément différentes de moi, reconnaître que moi, je ne suis pas le même que mon patient que j'ai face à moi, ça doit me rendre expert sur la question de cette diversité. Alors cette différence n'est largement pas infranchissable et j'ai un excellent outil qui s'appelle ma parole. Je parle avec les patients et étant généraliste, je suis à leur proximité. Étant généraliste, je suis au cœur du système de soins et je peux les aider à s'orienter dans ce système. Et je suis donc spécialiste de cette relation humaine, interindividuelle, et j'ai la pratique d'une prise en charge globale, ce qui veut dire que j'intègre la question de l'environnement individuel, familial, culturel pour la prise en charge des patients. On a mis en place, et c'est aussi une raison pour laquelle je voulais prendre la parole aujourd'hui, on a mis en place ici en Alsace un dispositif en pratique de médecine générale d'interprétariat pour les personnes qui ne parlent pas la langue française ou qui la parlent mal, qui viennent en consultation chez des médecins banals, dans mon cabinet, avec un interprète professionnel qui me permet enfin de parler avec eux. Donc il y a bien sûr l'intérêt personnel de parler de l'échange, plus la possibilité d'une vraie parole qui permet de surmonter ou de réduire la question du malentendu. Le malentendu est à la base de notre travail. On est tout le temps là, dans cette question-là. Quand je prescris une statine à quelqu'un, est-ce qu'il comprend vraiment ce que je suis en train de faire pour lui ? Comment réduire ce malentendu ? C'est se parler. Comment réduire les inégalités sociales de santé ? C'est parler avec les gens qui sont les plus en marge. Et donc ça, dans la médecine générale, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait au quotidien. Je témoigne de cette expérience. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Bonjour, Stéphane, je suis membre de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des internes de médecine générale et à Saint-Étienne. Je voulais d'abord vous féliciter pour la qualité de vos présentations qui montrent bien la diversité de notre belle spécialité. Vous avez évoqué dans une des présentations la complexité de prendre en charge un patient et un médecin avec des planètes différentes. Le médecin s'appelait M, et c'est vrai qu'on s'est, je crois, tous posé cette question, mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire voir cette planète artificielle? J'imagine que ça prend du temps en consultation, d'autant plus qu'on n'est pas formé à ça. Alors, je rebondis un petit peu sur l'intervention d'avant. Au-delà d'être un expert de la parole, j'espère qu'à l'issue de ma formation, je serai surtout un professionnel de l'écoute. Et c'est cette écoute qui manque, à mon avis, cruellement dans notre formation. Et d'où ma question naïve, comme je n'y suis pas formé, je me demande comment c'est faisable dans un cabinet de médecine générale, comment est-ce qu'on peut prendre le temps de cette écoute et comment s'adapter à des patients d'une culture différente ou d'une approche différente. Merci de vos réponses. Merci pour la question. Moi, ce que je voulais dire, c'est au final, au niveau... C'est vrai qu'on aurait besoin d'un peu plus de formation en communication. Et en fait, cette formation pourrait s'appliquer vraiment à n'importe quel patient, au final, qu'il soit d'origine du bout du monde ou notre voisin. Il y a des techniques de communication qui sont universelles et qui permettent aux patients de se sentir écoutés. Par exemple, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue hier avec Pierre, pas loin, qui disait quand j'examine mon patient, je lui explique tous les gestes que je fais. Là, j'écoute le cœur, là, j'écoute vos poumons, là, je regarde le ventre. Donc là, vous savez, à droite, il y a le foie, allez-y, respirez. Rien que ça, des petites techniques de communication ou par exemple répéter la phrase, la question du patient pour bien lui montrer qu'on a bien entendu ce qu'il nous avait dit. Ça, on ne l'apprend pas vraiment. Enfin, moi, par exemple, je l'ai appris grâce à mon maître de stage qui avait eu des cours de communication par rapport à ça, mais pas à l'université réellement. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on en manque cruellement, c'est dommage. Voilà. Du coup, je me permets tout de suite rebondir là-dessus. En fait, moi, à la fac de Lille, je donne justement ce cours de... Alors, je ne suis pas la seule à le donner, mais nous, on a dans notre programme d'ES pour les internes, on donne une séance de 6 heures de négociation et communication avec le patient. Et ce qui est vrai, moi j'ai beaucoup d'enfants aussi au cabinet, et c'est vrai, les tout petits, ils ne s'expriment pas non plus comme les adultes. Et là, ça correspond un peu à la barrière de langage comme Maud elle nous a expliqué. Moi, je dis toujours à mes internes en stage et à la fac dans ce module, il faut toujours réexpliquer, et avec des mains et des pieds s'il faut, et des dessins, comme je vous ai dit là, parce que ça, c'est vraiment universel. Toujours expliquer ce qu'on fait, et après la conclusion, l'hypothèse diagnostique, expliquer au mieux comme on peut. Même, c'est possible de se faire comprendre avec les mains et les pieds, et le regard et l'empathie, comme il dit notre confrère tout à l'heure. Et par exemple, les enfants, même les tout petits, je suis sûre qu'à leur façon, ils comprennent. Hein. Et moi, par exemple, je simule, si je montre à l'enfant ce que je vais lui faire comme examen, je pose le stéto sur moi, ou sur la mère, ou sur la grande sœur. Je montre que je vais aller dans l'oreille, ou bien je prends sa peluche pour simuler l'examen qui va suivre, et ça se passe très très bien. Et par exemple, chez nous en Allemagne, c'est vrai que j'ai fait alors tout mon externat en Allemagne, mais dès le début, en fait, on commence à s'examiner mutuellement entre étudiants. On est des petits groupes de 5. Et c'est vrai que moi, je touche facilement les gens pour les rassurer, tout ça. Et c'est vrai que c'est la communication non verbale, comme on a tous dit. Et ça peut s'apprendre. Et après, c'est aussi question de personnalité un peu. Hein. Il y a des gens qui sont plutôt timide. Il y a des gens, parfois, tu as l'impression
peuvent vraiment pas approcher le patient, ils prennent le stéto de 2 doigts, et tu te dis, voilà, pourquoi ils ont choisi ça comme métier. Mais c'est vrai qu'il faut... C'est rare, hein, c'est rare. Mais je vais dire, il n'y a pas que la culture, il y a aussi vraiment la personnalité de chacun qui fait qu'on ait plus ou moins une bonne empathie. Ou pas, quoi. Alors, moi je trouve que déjà, tu as beaucoup de chance d'avoir un module à Lille. J'aimerais que vous leviez la main, ceux qui ont des modules de communication dans vos études de médecine générale. Baissez-la, celles qui n'en ont pas. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Donc là, mon âme syndicaliste se rebelle. Parce qu'il y a un problème. Il y a un gros souci quand même. Hein. On est un des métiers, je dis un, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, des métiers les plus interhumains qu'il y ait sur la Terre. On n'a aucun module de psychologie, aucun module de communication. Et là, juste le petit point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que ça dépend des personnalités. Alors, je vais vous faire part d'une expérience toute fraîche, parce qu'elle date d'avant-hier. J'ai commencé un DU d'éducation thérapeutique en me disant, bon, on va le faire. Eh bien, je suis sans dessus-dessous, parce qu'en fait, je m'aperçois que, comme tu disais, il y a vraiment des techniques pour ça. Alors, celui qui a posé la question, tu peux lever la main parce que je ne te vois pas, en fait. Donc, ouais, merci. Alors, tu as tout à fait raison. En fait, il y a des techniques. Moi, j'ai appris ça avant-hier. Hein. Ça fait 4 ans que j'exerce, mais bon, j'ai appris ça avant-hier, quoi. Et il y a des vraies techniques, il y a des outils pas forcément visuels ni palpables, tu vois, mais des outils que tu peux utiliser, même dans ta vie de tous les jours, ça existe vraiment. Et je trouve que cette éducation thérapeutique devrait être vraiment démocratisée et vulgarisée à tout le monde, et surtout aux étudiants en médecine. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu. On ne pourra pas en une seconde te donner des outils là, aujourd'hui, mais par contre, c'est au DMG de le faire. C'est à nous, maîtres de stage, de le faire. C'est aux autres étudiants en médecine de parrainer pour ça. Enfin, je pense que si on parle d'internat de médecine générale, il faut parler d'internat de communication et de relationnel. On ne peut pas parler d'internat de médecine générale sans ça. C'est impossible. Alors, c'est vrai, nos confrères urgentistes ont peut-être moins besoin d'un module comme ça, quoique. Donc, parce que mon autre chapeau, c'est que tous les week-ends, je suis de garde aux urgences, parce qu'on est obligé, hein, en hospitalier, de participer à la permanence des soins. Donc, je suis aussi, alors je ne suis pas urgentiste, je n'ai pas la prétention nette, mais je fais des gardes de seniors aux urgences. Donc, on en a besoin aussi. Et en fait, on devrait tous passer par cette case-là. Et au Canada, c'est une case qui est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas optionnel, c'est pas je coche une croix parce que peut-être que je vais mettre un peu d'argent de formation dedans. Non, non. C'est pas optionnel, tout le monde y passe. Donc là, bah, vous êtes syndiqués ? Bah, allez-y. Si Manon, vous vouliez réagir rapidement, s'il vous plaît ? Je voudrais juste réagir par rapport à ce qui a déjà été dit. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir dialoguer en fait interdisciplinaire, éventuellement de penser que les chercheurs en sciences sociales pourraient également travailler en coopération avec vous, les médecins. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, mais aussi là maintenant, je commence vraiment à être sollicitée par les psychiatres et des pédopsychiatres en région parisienne, par exemple à l'hôpital Bichat, à l'hôpital Avicenne, etc., pour donner des formations sur les histoires de migration chinoise, mais on pourrait également imaginer que ça se fasse aussi avec d'autres intervenants sur d'autres cultures et aussi sur d'autres populations étrangères. Et donc, je voudrais également revenir à ce que vous avez dit, Monsieur Santika, sur la posture en fait du soignant en consultation. Je pense que insistant en fait sur la parole, c'est une bonne voie, parce que en parlant, on adopte également une posture de l'écoute.
par exemple, je vous donne un cas que j'ai pu observer. Il s'agit en fait d'une famille d'un enfant qui a été diagnostiqué comme autiste, qui est pris en charge en pédopsychiatrie. Lors d'une consultation familiale, les parents étaient présents et le médecin lui a demandé alors où habitez-vous, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu vos conditions de vie. Et à ce moment-là, comme les deux parents sont sans papier, ils n'osaient rien dire. Ils ont tout simplement dit qu'on habite en 3e arrondissement de Paris, on loue, on est 3 à partager une chambre. Et donc, à ce moment-là, je suis intervenue parce que je participais à cette consultation. J'ai proposé au médecin de prolonger un peu la discussion sur, par exemple, la surface de cette chambre, mais également la modalité de partage d'espace au sein de ces familles, puisqu'il s'agit d'une seule chambre et puis ils sont 3 dans le même espace. Donc à ce moment-là, on a eu une discussion tout de suite, en fait, pendant la consultation, et finalement on a posé la question, et cette chambre fait 12 mètres carrés. Et donc, ça fait 3 ans que cette famille est logée dans ce type de conditions de vie. Et donc, en tant que sociologue, moi, je ne veux surtout pas vous charger dans votre travail d'aller toujours un peu plus loin dans les conditions de vie de ces patients, mais parfois, l'incompréhension vient de là, dans le sens où, en fait, quand on ne connaît pas tous les éléments clés qui conditionnent peut-être la genèse de pathologie du patient, on passe à côté. Merci. Merci. Merci à tous pour vos interventions. Faute de temps, nous devons les arrêter là. Il n'existe évidemment pas de conduite parfaite en termes d'interculturalité. La culture est un processus mouvant et dynamique. En France comme ailleurs, les patients changent, tout comme nos pratiques et notre formation d'interne. Comme vous avez pu le souligner, il est important de réaliser que dès que 2 personnes se parlent et se rencontrent, même si elles sont natives d'un même lieu et partagent les mêmes valeurs, il y a une rencontre de culture. Face à une maladie déterminée, la culture scientifique du médecin, qui analyse des symptômes et objective la maladie, s'oppose à la culture profane du patient, qui vit sa maladie de l'intérieur, dans sa dimension subjective et existentielle. Ainsi, dans le domaine des soins de santé, nous sommes d'emblée dans une rencontre interculturelle, sans qu'il soit nécessaire d'être en présence de personnes de nationalité ou de langues différentes. À l'autre bout du monde, sur les 5 continents ou aux 4 coins de la France, enrichissez-vous de l'ailleurs, faites tomber les frontières. L'intégralité de la bibliographie utilisée pour cette table ronde est disponible sur le stand de l'ISNAR. Je tenais à remercier nos 4 participantes. Vous tous d'avoir été parmi nous, ainsi que Paola Grassi et Julie Lauré qui ont préparé cette table ronde avec moi. Merci à tous.